Dans la première partie de cette vidéo, on est monté au sommet du volcan La Soufrière en Guadeloupe pour voir le travail de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe. Une fois redescendu du volcan avec le matériel et nos petites personnes complètement détrempées, on a mis le matériel à sécher avant de retourner à l'observatoire pour la suite du reportage. Donc ceci est la deuxième partie de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, il est encore temps. Bon, après le tournage compliqué de ce matin, je vais parler fort parce que je suis uniquement sur le micro de la caméra et en plus il y a du vent. Parce que j'ai dû mettre les micros HF à sécher. J'ai dû tout mettre à sécher. C'est le tournage le plus compliqué que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc maintenant qu'on a raisonnablement séché, on va quand même aller voir l'observatoire. Le temps est en train de tourner à l'orage, donc de toute façon le tournage extérieur c'est fini. Donc maintenant on va aller voir Ivan le directeur et puis on va essayer de revoir aussi Sébastien et Julien. À peine dans l'observatoire, on se rend compte qu'une des caméras déconne méchamment. La roue à filtre tourne en continu et le zoom part systématiquement vers l'avant. Et malheureusement, le temps que l'humidité qui en est la cause soit évacuée, il va falloir qu'on tourne avec une seule caméra. Et donc ici nous sommes à l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, abrégé OVSG, si je dis pas de bêtises, même si sur le panneau j'ai pas lu la même chose. Et donc là nous sommes en compagnie d'Ivan. Ivan, tu es depuis peu le directeur de l'Observatoire, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est très récent, depuis le mois d'août de cette année. Voilà. Tu m'as expliqué ce matin, parce qu'évidemment on s'est déjà vu ce matin, hein, c'est un peu mis en scène mon arrivée. Ce matin tu nous as dit qu'avant tu étais à Clermont-Ferrand, Montpellier, je sais plus. À Clermont-Ferrand, ouais, c'est ça. Au laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand. Et ta mission c'était quoi ? Alors j'étais chargé de recherche au CNRS, hein, et je travaillais beaucoup notamment sur le piton de la Fournaise, à La Réunion. D'accord. C'est un volcan très différent de ce volcan. Mais alors tu travaillais sur le piton de la Fournaise à Clermont-Ferrand, tu n'étais pas sur place? Non, effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent à distance sur les volcans. C'est aussi le cas sur ce volcan ici à La Soufrière, où une grande partie des chercheurs ne sont pas sur site. D'accord. Oui. Mais là, pour la peine, là, sur cette nouvelle mission... Là, oui, pour la mission de direction d'observatoire, là, il faut mieux être sur place. Oui. Alors, je pense qu'on va pas tout visiter comme ça, mais est-ce que tu nous expliquerais pas un petit peu les principales missions de l'observatoire, les principaux trucs que vous faites ici, tout simplement? Alors, notre première mission, et vraiment la mission la plus importante, c'est de suivre l'activité du volcan, de la Soufrière de Guadeloupe, parce que c'est quand même un volcan dangereux, c'est un volcan vivant, actif, hein, qui a fait une éruption importante en 1976. Hein, et donc, notre première préoccupation, c'est de voir si le volcan se réactive. Voilà, on va directement au but. Donc on a un certain nombre de capteurs sur ce volcan qui mesurent en quelque sorte le niveau d'activité du volcan et la principale mission, c'est de détecter des signes précurseurs d'une réactivation. D'ailleurs, en 1976, l'éruption avait été pas mal prévenue. Ça avait été un peu le bordel dans mon souvenir, l'évacuation, tout ça. Mais par contre, l'éruption, on l'a vu venir. Non. Alors on l'a vu venir, oui. Un an à l'avance, on avait une sismicité qui avait beaucoup augmenté sous forme d'essaims sismiques qui étaient réguliers, qui revenaient régulièrement. Et à chaque période de réactivation de ces essaims, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Quand tu dis essaim, c'est un ensemble de petits séismes dans le volcan, c'est ça? C'est des groupements de séismes qui sont très rapprochés dans le temps et qui montrent qu'on a effectivement des phénomènes importants au niveau du magma et du dégazage. D'accord. Et alors bon, sans être alarmiste ou quoi, je crois comprendre que ça fait quelques années que le volcan est de nouveau un petit peu actif. Oui, on a effectivement là régulièrement chaque année des essaims sismiques, c'est-à-dire des groupements de séismes accumulés ou dans une faible période de temps qui montrent qu'on a une activité qui est cyclique. On pense jusqu'à présent que cette activité est essentiellement liée à la descente d'eau de pluie, à son réchauffement et à la pression de vapeur qui est créée lorsqu'il y a ce réchauffement. Cette vapeur crée une surpression qui génère des séismes en quelque sorte. D'ailleurs, en parlant de ça, l'éruption de 1976 était un peu particulière par rapport à une éruption péléenne, plinienne ou ce genre de choses. C'était une éruption phréatique, ce qui n'est pas forcément très courant ailleurs. C'est pas forcément ce qu'on se représente comme éruption. On va dire. Alors oui, il faut bien distinguer, effectivement, on appelle ça une éruption phréatique parce qu'il y a effectivement une émission de matériel, de cendres notamment, de vapeur, de boue.
Mais il faut savoir que ce type d'événement, c'est un événement, on va dire, de second ordre, hein, important, mais quand même moindre par rapport à une éruption magmatique qui elle émet du magma en grosse quantité. Et alors, je me permets de te couper, mais ça, la dernière éruption magmatique majeure, c'était il y a 500 ans à peu près, c'est voilà, c'était en 1530 à peu près. Ouais. On n'en est pas sûr parce qu'à l'époque, la Guadeloupe n'avait pas encore été colonisée. Il n'y avait que les Arawaks qui habitaient là et eux, ils ne faisaient pas de relevés réguliers. Elle a été colonisée pas très longtemps après, la Guadeloupe, mais le fait est que cette éruption, on ne la trouve pas de manière précise dans les journaux d'époque. Voilà, on n'a pas de traces historiques de cette éruption, donc sa meilleure datation, c'est la datation scientifique, analytique. Sur le terrain. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir à l'éruption de 76, elle était phréatique, donc c'était surtout des lares, des coulées de boue. Des projections de cendres, hein, c'était effectivement le phénomène le plus marquant sur le sud de la Guadeloupe, c'était effectivement des retombées de cendres. Il y a une personne là qu'on a vue récemment qui habitait Saint-Claude et qui m'a dit le premier phénomène, il y avait des séismes ressentis, donc les gens ils savaient qu'il se passait quelque chose, mais bon c'était des petits séismes hein, quand même, et la personne me disait le premier signe de cette éruption pour elle, c'était elle était en train de peindre chez elle dans son appartement et elle a vu que dans sa peinture il y avait de la cendre. Et c'était le premier signe concret voilà, de l'éruption de 1976. D'accord. Et à la limite, moi je ferais peut-être un sujet sur cette éruption en particulier, parce qu'il y a 2-3 petits trucs à dire, notamment l'évacuation. C'est pas courant, c'est la première fois qu'on a évacué suite à l'activité du volcan, non ? Et oui, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu un fort débat. C'est pas évident, hein, maintenant, on sait la réponse, on connaît la fin de cette éruption, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque où on était quand même dans une éruption phréatique importante. Et il faut savoir qu'une éruption phréatique, c'est potentiellement la première phase d'une éruption magmatique. Puisque quand le magma remonte, il va nécessairement réchauffer l'eau, les nappes d'eau superficielles et créer dans un premier temps une éruption phréatique. Donc on était potentiellement dans la première phase de quelque chose de beaucoup plus grand. Arrête-moi si je me trompe, mais je vais essayer de vulgariser un petit peu pour les gens qui vont regarder parce que le public est très large. Si jamais l'éruption phréatique fait sauter le haut du volcan, ça peut créer une baisse de pression qui peut faire sauter ce qu'il y a encore en dessous si jamais il y a une présence de magma. Oui, les choses sont liées. Effectivement, si on enlève de la masse en haut du volcan, on peut effectivement libérer le magma ou enlever de la pression au-dessus du magma qui existe et favoriser sa remontée. Donc dans tous les cas, ce genre d'éruption, il y a un risque parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte de l'époque où il y avait potentiellement des choses très dangereuses derrière et ce n'était pas évident de choisir dans un sens ou dans un autre. Il y a eu bien sûr un débat sur la présence de magma à la surface qui a été clos justement par l'absence de magma. Aujourd'hui, on sait comment s'est terminée l'éruption, mais à l'époque, c'était plus difficile à dire. Voilà, donc je pense que si on avait ce genre d'événement aujourd'hui, bon, déjà on aurait plus d'informations scientifiques, hein, puisque le réseau d'observation, la connaissance du volcan, on fait d'énormes progrès. Donc je pense que la situation serait pas exactement la même, mais quelque part, on serait quand même très très embêté sur l'évolution future, quoi. Voilà. Alors on est capable maintenant, avec la densité des réseaux de sismomètres, de mieux localiser les séismes et de voir leur trajectoire vers la surface. Donc on pourrait très probablement détecter la remontée de magma, couplé, alors là on passe sur le réseau d'observation, couplé à tous ces nouveaux systèmes de mesure en fait, du gonflement du volcan, mesuré par les sismomètres et la déformation qu'on a du vu ce matin, voilà, qui permet non seulement de mesurer le gonflement du volcan à différentes échelles, mais aussi de modéliser la source du gonflement. Si vous avez un gonflement superficiel, vous pouvez vous dire que c'est une petite surpression, une déformation de surface. Si vous avez un gonflement profond, là, c'est plus problématique parce qu'il est très probable que vous avez un apport de masse. Et un apport de masse, c'est du magma. Donc là, on commence à réfléchir sérieusement qu'est-ce qui se passe en profondeur. Tout ça pour vous dire que ces moyens n'étaient quand même pas disponibles, ou du moins avec ce niveau de précision en 1976. Et là, s'il y avait du magma qui remontait, on le verrait, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, sur le volcan, il y a 3 télescopes à muons. Alors il me semble que j'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais ça permet de radiographier pas mal l'intérieur du volcan parce que les muons sont des particules qui interagissent relativement peu avec la matière, donc ils peuvent traverser le volcan, mais ils interagissent quand même, ce qui permet de voir les différences de densité à l'intérieur du volcan et de cartographier l'intérieur.
Est-ce que tu n'aurais pas une ou deux jolies cartes du volcan à nous montrer? Alors, il y a les entrailles du volcan. Il y a des cartes publiées dans des articles, des publications scientifiques. Ces résultats ont été publiés. Donc, il y a de la tomographie muonique publiée sur la soufrière de Guadeloupe. Il y a aussi une tomographie électrique, puisque la conductivité est dépendante de la nature de la matière. Donc, on peut effectivement cartographier le volcan par sa conductivité. Et comment on fait ça? Avec quel genre de capteur? Alors là, il faut des mesures de conductivité. C'est des sondes de polarisation spontanée du sol. Alors là, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu comme les capteurs qui cherchent à détecter les impacts de foudre au sol? Ça serait des trucs un peu similaires éventuellement? Oui, puisque le principe de base de ces capteurs, c'est mesurer la conductivité du sol. Donc globalement, ils mettent des différentes électrodes à différents endroits. Oui, c'est des électrodes qui sont positionnées suivant des lignes. Et donc on cartographie en quelque sorte la conductivité grâce à ces différentes électrodes. Voilà. Donc on a ça, on a les sismomètres. Est-ce qu'on a encore d'autres types de capteurs à la surface du volcan? Enfin, à la surface du volcan, quoi. Beaucoup de capteurs. Après, pour faire de la cartographie, il faut effectivement une dimension spatiale. Le mieux, c'est effectivement tout ce qui est électrique, tout ce qui est muonique. Après, par la gravimétrie, on peut effectivement aussi cartographier la distribution des masses. Ah, ça c'est intéressant aussi, je vais juste détailler un petit peu. Forcément, plus un objet est massif, plus il a une gravité importante. Et aujourd'hui, on a des capteurs tellement sensibles qu'on est capable de détecter justement une masse à proximité. Et donc, le changement de densité à l'intérieur du volcan change la masse. Et avec ça, on est capable de faire des mesures. Oui, on peut cartographier. Après, la résolution, d'après mes connaissances, n'est pas aussi bonne en gravimétrie. Et à tout hasard, est-ce qu'ici, à l'observatoire, parce que bon, quand même, si vous montez régulièrement, que ce soit pour l'entretien des machines, etc., vous n'auriez pas à tout hasard un sismomètre en train d'être réparé ou un truc, quelque chose à nous montrer là? Alors malheureusement, on en a, mais les sismomètres... Ça ou autre chose, mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous montrer ici qui puisse être éventuellement un peu intéressant Ouh, là il y a quelques chouettes vieilleries là quand même. Alors ça c'est des vieilleries, ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Oui, c'est plus ce qui est utilisé aujourd'hui, mais dans le concept, c'en est un, ça, non? Disons que dans les outils ou dans les anciens outils qu'on peut regarder qui sont assez, on va dire, photogéniques, il y a ce genre d'inclinomètre, puisque c'est un peu la philosophie de ce que vous avez fait ce matin, c'est-à-dire mesurer les déformations du volcan. Donc là c'est des inclinomètres très sensibles. Qui mesure en fait le pendage en fait. Fais un gros plan dessus. Je sais pas si c'est très photogénique ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Fais un gros plan dessus, mets-toi au niveau et fais un gros plan dessus. Je sais pas. Alors il marche que sur un axe celui-là alors. J'ai l'impression. Oui, c'est qu'un axe, oui. Ouais, c'est un seul axe, d'accord. Je ne sais pas si vous voulez avoir des détails plus techniques sur ces objets. Si vous voulez, potentiellement, oui. Si vous voulez les avoir, Sébastien, je ne sais pas si Sébastien est là, parce que Sébastien, après, on est plus dans la partie très technique. Moi, je peux vous le décrire, de toute façon assez simple. Après, ça dépend le degré de niveau de précision que vous voulez. Le truc, c'est que c'est des vidéos grand public, donc il y a aussi bien des ingénieurs que des gamins de 8 ans. Donc à la limite, autant rester sur quelque chose de compréhensible. Mais bon, là, on voit déjà bien le concept. Quand on incline cet outil, on détecte l'inclinaison, quoi, tout simplement. Le principe, c'est que c'est un équilibre très très fin avec un moule de verre, en fait. Et donc, ce système est particulièrement sensible à l'inclinaison. Et alors, il y a une bobine là en dessous, j'ai l'impression, qui permet de mesurer finement en fait, un truc quelque part en dessous. De souvenir, la plaque noire que vous voyez ici, c'est pour enlever l'effet de la lumière sur la zone sensible. Ah oui, d'accord, ok. Et la zone sensible, elle est en dessous, c'est le petit machin là, d'accord. Ok. Alors je vais le reposer parce qu'il tremble tellement. C'est fait pour des inclinaisons qui sont, des variations d'inclinaison qui sont infiniment faibles. Je pense que celui qu'on a ici, il y en a un qui était là, qui marche plus parce qu'il ne doit plus être activé, mais Sébastien avant montrait toujours qu'en poussant le poteau, avec notre force humaine,
on arrivait Là, à décaler celui-là. Il faudrait demander si c'est toujours valable. Mais alors, ils sont tous. Ah oui. Sébastien, est-ce qu'il marche? Il est toujours efficace celui-là ou pas? Parce que je voyais le. Non. Non, il m'a. Il faudrait le régler pour qu'il soit bien en face. Celui-là, il pourrait marcher. Il vient de tirer la. Ouais, mais alors du coup, ce qu'on voyait pas sur l'autre, c'est qu'effectivement, il est dans le noir et il y a une petite loupiote au-dessus qui lui permet. Alors lui, effectivement, c'est la version un petit peu plus moderne, effectivement, avec un faisceau lumineux qui est perturbé, quoi. D'accord. Ouais. Donc ça, c'était employé jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, puisque dans les années, je pense, ça s'est arrêté dans les années 2000. Hein, les gens les utilisaient encore fin du siècle dernier, quoi. D'accord. Puisque une ancienne directrice d'observatoire m'a raconté comment elle les déplaçait. C'est très fragile. Hein, oui, j'imagine. Et ça doit se calibrer. Au poil de l'air. Ouais. Alors si vous voulez voir du matériel, on peut. Après, il y a le matériel, évidemment, mais après, l'intérêt c'est de voir aussi éventuellement comment les gens bossent ici ou ce qu'ils font, on va dire. Est-ce que tu veux voir plusieurs interlocuteurs, tu vois, parce que moi j'ai un peu parlé. Je vais encore poser 2-3 questions à Seb. Parce que Seb, ce matin, Seb, il a l'ancienneté, il va te donner un aspect un peu historique sur le matériel que moi j'ai pas. Oui, c'est très bien. On a discuté de 2-3 trucs en off ce matin qu'on peut éventuellement. Comme tu veux, sinon moi je peux te donner un aperçu, par exemple. Alors on a un laboratoire de chimie en bas, qui est assez important, parce que historiquement, ce volcan a toujours produit des gaz, ou des fluides. Tu peux nous faire voir? Oui, on peut aller voir. Allez, go. En plus, c'est ma partie, puisque je suis géochimiste, donc je connais bien ce genre de choses. Bien le bonjour. Bonjour. On va laisser rentrer la caméra quand même. Voilà. Donc ici, on se trouve dans le laboratoire de chimie des gaz. Le principe ici, c'est que vous avez des ampoules qui contiennent le gaz qui a été prélevé sur le volcan, dans les fumeurs que vous avez vus. Ce gaz, il est partagé entre deux phases, une phase condensée et une phase non condensée. La phase condensée est naturellement liquide et elle va être analysée par des spectromètres ou des outils capables d'analyser les liquides. Et ce spectromètre ici est particulier parce qu'il est capable d'analyser les gaz. Donc la partie, on va dire, au-dessus du liquide qui n'a pas condensé, qui est restée sous forme de gaz, elle est introduite dans un spectromètre qui va permettre de lire la nature des espèces en fonction de leur masse. C'est un spectromètre de masse. Et donc on va pouvoir distinguer les espèces majeures des gaz, l'H2S, le SO2, le CO2, puis des espèces mineures comme le monoxyde de carbone, grâce à un analyseur qui va distinguer les espèces selon leur masse. Donc c'est un outil extrêmement simple mais très puissant pour détecter et quantifier les gaz. Et puis détecter le moindre changement dans la nature des gaz. Voilà, l'objectif c'est quand même détecter s'il y a un des gaz, notamment magmatiques, qui augmente. Ce qui pourrait être le signe d'un changement de l'activité du volcan. Voilà. La technique de prélèvement, la technique de conditionnement, la technique d'introduction, ce sont des choses qui sont vraiment très particulières. Et donc il y a derrière tout ça un savoir-faire très poussé, aussi bien sur toute cette technique de prélèvement, cette technique de mesure, d'interprétation. Beaucoup de thermodynamique derrière aussi pour interpréter des valeurs. Il y a par exemple des rapports de gaz qui nous donnent des températures d'équilibre dans le système hydrothermal. C'est-à-dire on va être non pas la température de la bouche du Morlienne, celle-là on la connaît, bas, en fait. mais la température dans le système. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est sympa ça. Parce qu'en surface on va toujours être à la température d'ébullition de l'eau quasiment. On a vu ce matin, c'était dans les 95 degrés. Voilà. C'est l'exemple que je donne toujours, c'est quand vous faites chauffer de l'eau sur une plaque chauffante, vous montez très fort votre plaque chauffante, elle va être à 300-400 degrés la plaque, mais votre eau elle sera toujours à 100 tant qu'il y a de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, après, bien sûr. Pas gelé normalement. Donc chimie des eaux. Donc vous avez vu dans l'ampoule que l'on récupère sur place sur les fumeurs, il y a deux phases, une phase liquide, une phase solide. Et comme je vous disais tout à l'heure, la phase liquide contient les gaz dissous. La phase liquide, c'est de la soude dans laquelle on piège les gaz en fait. Et donc les gaz qui sont piégés dans la soude
sont analysés après par un instrument capable d'analyser les liquides. Ici, c'est une chromatographie ionique en phase liquide, qui est un instrument très simple, très robuste, mais aussi très efficace, qui permet d'analyser la composition des gaz dissous dans la partie liquide de l'ampoule que vous avez. Et la centrifugeuse, ça permet de séparer. Alors là, c'est un passeur là. Là, c'est un passeur juste. Okay, j'ai mal reconnu. Mais de l'autre côté, il y a une centrifugeuse, effectivement, on prélève par exemple le lac tarissant, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui. Oui. C'est un paramètre important de mesure, ça. Comment on le prélève? Parce qu'il est loin quand même. Alors on fait une double mesure, une mesure de prélèvement, une mesure de niveau du fond. En fait, c'est assez rustique comme type de mesure. Hein. On descend un flacon. Ah ouais, d'accord. On descend un flacon lesté. Okay. On sent, quand le flacon touche le lac, on sent une différence de résistance dans la corde, ce qui nous permet de déduire le niveau du lac par rapport au sommet du gouffre. Et après, on laisse le flacon se remplir, puis on récupère le liquide. Ça aussi, je vais le préciser pour la vidéo, mais du coup, le lac, c'est de l'eau pluviale. Alors, c'est une partie d'eau et c'est une partie de gaz condensé. Dans l'eau. Dans l'eau, oui. Ouais, alors, il faut savoir que le lac est extrêmement acide. Hein. C'est un pH de l'ordre de 1 à 2. Hein. C'est très, très acide. Hein. Alors, vaut mieux pas y tremper les orteils, c'est pas une bonne idée. Non. D'ailleurs, si vous prenez, quand vous récupérez l'eau du lac, si vous en mettez sur les mains, on met des gants parce que sinon vous avez les mains brûlées. Hein. Ouais. C'est beaucoup d'acide chlorhydrique en fait. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Un pH de 1, c'est... Alors quand il pleut beaucoup, le niveau du lac remonte et son acidité baisse, son pH remonte. Voilà. C'est dilué quoi. Ouais. Bien sûr, Par exemple, suite à l'événement, le cyclone Fiona, où il est tombé 50 cm d'eau en 2 jours, on a vu le niveau du lac remonter et l'acidité du lac baisser. Quoi. Voilà. Et nous, on a pu constater ce matin aussi qu'il y a eu de beaux éboulements un peu partout, des glissements de terrain si je puis dire, y compris dans l'un des gouffres. Ça a beaucoup bougé là-haut en fait. Hein. C'est assez impressionnant. En fait. Oui, parce que effectivement, le système est tellement poreux. Hein, que l'eau ne ruisselle pas, une partie de l'eau ruisselle en surface, mais elle arrive tout de suite dans des fractures et elle rentre dans le volcan. Elle chauffe, en plus, vous avez vu, c'est chaud partout là-haut. Oui, hein, c'est assez impressionnant, justement, à proximité des fumerolles, de poser la main au sol et de sentir que le sol est vraiment chaud. Oui. Et ben, c'est effectivement une bonne remarque, parce qu'en fait, la première impression qu'on a quand on va sur ce volcan, c'est de dire on a des fumerolles là, et entre les fumerolles, c'est froid. Et non, c'est pas froid entre les fumerolles, c'est chaud partout. Donc en résumé, parce que oui, on s'est un petit peu éparpillé, mais donc ici, c'est plutôt les prélèvements d'eau. On va dire d'eau ou de gaz condensé, hein, puisque c'est les gaz condensés. Il y a aussi toute la partie que vous n'avez pas vue aujourd'hui sur le terrain, mais qui est importante aussi, c'est le suivi des eaux thermales. Alors, vous avez au sommet la zone fumerolienne, mais aussi quand vous descendez sur le flanc du volcan, vous avez un grand nombre de rivières, de sources qui sont plus ou moins tièdes. Un peu au-dessus de la température ambiante, qui montre que l'eau a circulé dans une zone chaude du volcan. Et donc c'est autant de sondes pour nous, de sondes naturelles de l'état du volcan. Et si le volcan venait à se réveiller, c'est quasiment certain que la chimie de ces sources changerait. Donc pour nous, c'est des sondes importantes naturelles. Tu as une idée du nombre de paramètres qui sont surveillés sur ce volcan ? Très important. Ouais, un ordre de grandeur, plutôt une centaine de capteurs répartis, plutôt une poignée de dizaines, je sais pas. Alors dans les sismomètres, on a de l'ordre de plusieurs centaines, hein, on a plusieurs centaines de sismomètres. Plusieurs centaines de sismomètres. Oui, mais on en a ça c'est toute la totalité, puisqu'on n'a pas parlé, alors quand je dis ça, je parle de tous les sismomètres. Parce qu'il y en a qui sont plus loin que sur le volcan, il y en a par exemple jusqu'au Saintes. Oui, on en a sur les îles du Nord, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Là je parlais de tout le réseau de capteurs à l'échelle de la zone qui concerne l'OVHG, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais nous on a aussi le service de documenter la sismicité régionale. C'est dans le nom. Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe. Voilà. Donc on a des séismes sur le volcan, mais il y a aussi la plupart des séismes, les séismes les plus importants, c'est des séismes de zone de subduction. C'est ce que j'allais dire, on est quand même dans une zone qui est active d'un point de vue tectonique. Voilà, donc nos séismes de volcans sont quand même des petits séismes par rapport aux séismes de la zone de subduction, aux séismes aussi qui sont sur la plaque Caraïbe, sur laquelle nous sommes, qui sont des séismes de failles, des failles sur
qui joue sur la plaque. Hein. Ouais. C'est une zone qui est très sollicitée du point de vue des contraintes et forcément il y a des séismes. Les plus importants sont quand même sur la fosse de subduction. Et donc on les observe en amont de l'arc, hein, c'est-à-dire on va dire plutôt côté atlantique. Hein. Ouais. Mais on en observe aussi à grande profondeur, hein, puisque la fosse descend, on pourrait vous montrer. Oui, la plaque descend la plaque descend sur la fosse et donc on mesure des séismes assez importants en profondeur qui sont le produit de cette descente. Hein. Donc pareil, histoire de ne pas dire de conneries, il y a la plaque américaine qui descend sous la plaque atlantique, c'est ça? C'est l'inverse? La plaque Caraïbe. En fait, la plaque sur laquelle nous sommes, c'est la plaque Caraïbe. La plaque Caraïbe, d'accord. La plaque Caraïbe. Bon, je vais sortir une carte, ça sera peut-être plus clair. Et la plaque qui rentre en subduction, c'est ce qu'on appelle la plaque américaine ou la plaque atlantique. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est la plaque est qui passe sous la plaque ouest, si je devais résumer. D'accord, ok. On le voit très bien, peut-être ce qui est assez joli, c'est de montrer des fois des coupes des séismes actuels, parce que les séismes permettent de suivre la propagation en quelque sorte de la croûte océanique qui rentre dans le manteau. Donc ça c'est très joli parce que même à l'échelle par exemple d'un an de séisme, on peut cartographier cette descente. Tu as ce genre de cartes? Ah oui, on les a. J'ai la carte du mois dernier, de la semaine dernière. Voilà, donc on va dire c'est des mesures de routine, donc nous on s'y habitue un peu. Mais effectivement, on a une vision quasiment en direct de ce qui se passe dans le manteau jusqu'à 150 km de profondeur. Ah oui, pas mal. Et alors du coup, donc ça c'était pour les sismomètres. Il y a 3 télescopes à muons. Oui. Il y a les mesures de... Putain, j'ai de nouveau oublié le nom, ce qu'on a fait ce matin. L'extensiométrie. Extensiométrie, merci. Alors, je ne suis pas sûr que le terme soit complètement officialisé. C'est le fait de mesurer l'écartement ou le rapprochement de certaines failles pour voir l'évolution de la forme du volcan à sa surface, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, ça ce sont des mesures qui sont faites à la mano. Il y a les différents prélèvements qui sont faits, mais est-ce qu'il y a encore d'autres capteurs? Il y a des inclinomètres, j'imagine aussi, comme ceux qu'on a vus. Alors il y a toute la partie GPS qui est très très importante, GPS qui mesure les déformations, enfin ça rentre dans le cadre des déformations. Hein. Ouais. Les GPS nous donnent des informations sur les déplacements horizontaux, mais aussi verticaux de tous les points équipés. Et au-delà de cette mesure, c'est surtout le regroupement et la modélisation de toutes ces mesures qui permettent d'avoir une vue de la déformation de l'édifice à différentes échelles. Donc là ce sont des moyens extrêmement puissants pour voir comment l'édifice se déplace, pour prédire par exemple des déstabilisations de flancs, qui sont quand même un risque important ici. Hein. On craint quand même beaucoup faut reconnaître que la déformation. Oui, on a vu que c'est un terrain sensible au glissement de terrain. Donc la chimie, elle a toute cette partie, on va dire, lecture directe des produits. On a aussi une partie, on n'en a pas beaucoup parlé, sur les mesures de flux de chaleur. Donc il y a une partie des gens qui regardent, qui essaient de voir le bilan thermique de ce volcan, ce qui est assez difficile parce que la chaleur, elle est émise sous forme de différentes formes. Si le volcan émet plus ou moins de chaleur, normalement. D'accord. Voilà. Ouais. Ce qui traduirait la montée de magma ou de gaz chaud, ou les deux. Par exemple, si le volcan s'il y avait une remontée de magma, on aurait un flux de chaleur plus important. Ouais. En ce moment, on a du mal à estimer le flux de chaleur. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie de cette chaleur, elle est pompée et aspirée par la vaporisation de l'eau. Donc il faut être capable de mesurer le flux de vapeur et il faut être capable de mesurer le flux de chaleur direct. Ouais. Donc c'est une combinaison à la fois des mesures de flux des fumerolles, donc en intégrant le maximum de données, le maximum de fumerolles. Pour faire le modèle le plus global large, possible. le plus précis possible. Ouais. Et la chaleur diffuse, quand vous avez dit tout à l'heure, quand on gratte à n'importe quel endroit entre deux fumerolles, on met la main, on se rend compte que 10 cm en dessous c'est brûlant. Il faut intégrer cette chaleur diffuse. Et donc là, c'est des mesures par caméra thermique. Par exemple, embarquées sur des drones, où on peut faire une cartographie du sommet du point de vue température. Et après, on fait passer un modèle pour essayer de calculer le flux thermique, le flux de chaleur. De toute façon, j'imagine qu'on ne cherche pas à avoir une valeur absolue, mais plutôt relative à d'autres mesures, non? La valeur absolue, elle est assez intéressante parce qu'elle entre après dans un second type de modèle. C'est difficile à mesurer quand même.
c'est difficile à mesurer, mais c'est vrai que même s'il y a eu une erreur très importante, hein, mettons d'un facteur 2, ce qui est beaucoup, c'est déjà une valeur très intéressante. En soi, c'est une valeur intéressante, mais je pense que c'est aussi l'évolution de celle-ci qui est intéressante. Bien sûr. Donc nous, on mesure aussi la température des fumerolles régulièrement. Ici, un évent voit sa température augmenter. J'ai l'impression qu'il lui s'est mis en marche. Il y a un truc qui n'est pas content là. Ouais, c'est comme si le passeur d'échantillon s'était mis en marche. Je le vois monter. Et il est en train de bosser, hein, ma foi. Je ne sais pas, pourtant on n'a pas lancé la mesure. On discute, mais lui il bosse. Donc ouais, là c'est le passeur d'échantillon qui se dit, à moins qu'il ait une procédure automatique de réinitialisation. Non mais la température c'est un paramètre très difficile parce que c'est un paramètre, on va dire, qui est influencé par plein de choses et qu'il faut absolument contrôler. Et donc on suit la température sur les fumerolles de façon très attentive. Quand il y a une augmentation de quelques dixièmes de degrés, pour nous c'est significatif. Ah oui, quand même, c'est la bonne précision de mesure quand même. Et donc on a les mesures sur le terrain, les mesures de température, d'acidité des eaux, de leur composition chimique. Oui. Mais du coup, en termes de capteurs, qu'est-ce qui reste encore qu'on n'a pas vu? Parce qu'on a parlé des sismomètres, des télescopes à muons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ces volcans? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, il y a les inclinomètres aussi, ça on a vu, mais il y en a beaucoup, il y en a... Alors, les inclinomètres, j'ai pas le nombre en tête exactement, on doit avoir entre 8 et 10 inclinomètres, je crois, autour d'une dizaine d'inclinomètres. D'accord. Pareil sur les extensiomètres. Alors les extensiomètres, en fait, c'est juste des trucs sur lesquels il faut aller faire des mesures, mais est-ce qu'il y en a qui sont sur place constamment? Oui, les fameux trucs GPS? Oui, il y a un extensiomètre laser qui est sur la faille du 30 août 1976, où on a une lecture directe de cet extensiomètre. Donc il y a effectivement deux types de capteurs. Il y a les capteurs qu'on va relever, et il y a les capteurs qui nous donnent une information directe. On peut aller sur la terrasse là-haut, il va y avoir tout un tas d'antennes Wi-Fi qui récupèrent en temps réel les informations. Ça m'a impressionné aussi parce que Seb nous a dit ce matin, du coup je ne sais pas si ça sera à l'image parce que le tournage était un peu compliqué, il nous a dit qu'il y avait des capteurs qui étaient là-haut reliés à l'observatoire en Wi-Fi. Oui. C'est ça surprenant. Voilà. Il y a effectivement une liaison directe justement qu'on peut se permettre parce qu'on est en visu du volcan, sachant que les stations qui sont cachées derrière le volcan, elles sont quand même émises par Wi-Fi parce qu'on utilise des stations relais. Voilà. Donc un petit peu comme quand on a un téléphone avec une borne, voilà, on utilise la borne pour contourner la zone de sombre. Et puis ça évite de tirer des câbles, quoi. Et voilà. Okay. Et donc c'est tout un défi aussi du traitement du données parce que chaque station elle émet des données, elle en reçoit et elle en réémet. Donc effectivement il y a au niveau du traitement des données et des réseaux ici, il y a un sacré serveur qui ronronne quelque part dans le sous-sol. Oui, il y a toute une partie serveur qui est et gestion du flux de données qui est très importante et qui est fait aussi en collaboration étroite avec notre institut à Paris, qui est quand même le centre nerveux de tout ça. Oui, j'imagine que toutes les infos qui sont créées ici, si je puis dire, qui sont réunies ici, transbahutent directement jusqu'à Paris. Voilà. Il faut savoir aussi, dans un aspect important dans le fonctionnement de l'observatoire, c'est que c'est un peu comme un service d'urgence à l'hôpital, ça ne s'arrête jamais. La nuit, le volcan il peut rentrer en éruption, il peut faire une crise sismique, ça arrive de temps en temps. Donc ce système de fonctionnement 24 heures sur 24, il impose des astreintes. C'est la question que j'allais poser. Voilà. Il y a toujours quelqu'un ici alors? Pas physiquement, non. Depuis les mais qui surveille les capteurs. Il y a toujours quelqu'un qui a l'accès à distance sur la lecture des capteurs. Voilà. Donc la personne d'astreinte, elle a un ordinateur spécifique avec un accès spécifique pour lire et pouvoir aussi opérer en cas d'augmentation des signes. Donc localiser les séismes, intervenir auprès de la préfecture pour alerter à 2 h du matin. Un téléphone spécifique avec une ligne spécifique pour recevoir les informations d'alerte et réémettre les informations auprès des autorités. Donc il y a un dispositif qui est extrêmement précis et qui est valable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose d'assez dur parce qu'on est quand même une petite équipe et donc il y a des relais réguliers sur cette partie-là. Ça fait une grosse consommation de café, j'imagine.
Ça fait une consommation de café, ça fait une consommation de tout. Voilà. On va pas dire quoi, on va juste dire le café, on va dire la Red Bull. Non, mais c'est surtout, on a effectivement beaucoup de collègues en métropole qui nous aident à travailler sur le volcan. Enfin, on n'est pas tout seul, ici on est une petite équipe, mais effectivement on a des collègues en métropole, mais il y a du décalage horaire. Voilà, donc il faut combiner avec ça. Il faut savoir qu'aussi on a un observatoire proche, qui est l'observatoire de la Martinique, qui lui gère la montagne Pelée, mais avec qui aussi on a des interactions, notamment dans la localisation des séismes, parce que les séismes, des fois ils sont... À cette distance-là, il y a moyen de les détecter là-bas. Voilà, voilà. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, là, au mois de septembre de cette année, donc récemment, il y a eu un séisme assez important qui s'est produit au large de la Dominique, donc l'île qui se trouve entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc ce séisme a été localisé et vu par les deux observatoires. Il a été ressenti ici en Guadeloupe. Je vous avoue que moi, j'ai entendu une porte de placard trembler. Je me suis dit, soit c'est le voisin du dessus qui fait la fête, c'était samedi soir, et je me suis dit, ça peut être le voisin du dessus, et je suis allé sur mon ordinateur, je n'étais pas de garde, mais j'ai regardé tout de suite, et j'ai vu qu'il y avait un séisme assez important, donc j'ai appelé la personne de garde, et je lui ai demandé, est-ce que tu as ressenti le séisme? Il était déjà en train d'essayer de localiser, et en connexion justement avec son collègue de garde à l'OVSM, à la Martinique, qui avait aussi en train de recevoir des témoignages. Du coup, ça me fait dire autre chose, c'est que justement, tout ce réseau de sismomètres permet de savoir exactement où ont lieu les séismes par triangulation. Parce qu'on sait à quelle vitesse se déplacent les ondes sismiques dans le sol, et en fonction de ça, et en fonction du moment où les différents capteurs vont capter le séisme, on est capable de dire précisément où il a eu lieu. C'est ça. Voilà. Alors on a des modèles, ça c'est une affaire de sismologue, il y a des modèles de propagation des ondes qui dépendent des sites, c'est-à-dire par exemple pour localiser les séismes dans le volcan, on n'a pas le même modèle de propagation que pour localiser un séisme sur la zone de subduction. Parce que ce qui va déterminer la vitesse de propagation des ondes sismiques, c'est aussi la densité du milieu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est capable de dire que le noyau de la Terre est liquide, on va dire comme ça, parce qu'il crée une zone d'ombre quand il y a un séisme important, quand on observe de l'autre bout de la Terre, enfin pas exactement à l'opposé, mais dans certaines zones, on ne voit pas, on n'observe pas le séisme passer au travers de la Terre parce qu'il ne passe pas le noyau terrestre. Parce que les ondes sismiques ne se propagent pas dans le liquide. Et comme la densité change, j'imagine bien qu'il faut créer tout un tas de modèles en fonction de ce qu'on étudie pour pouvoir ensuite trianguler le... C'est ça, la précision des localisations dépend de notre connaissance ou de la validité des modèles de la composition des éléments. Toutes nos connaissances sur le sujet sont interdépendantes. Bien sûr, souvent c'est le cas, oui. Ouais, c'est le cas. Ça va jusqu'ici, j'ai pas dit trop de conneries en essayant de vulgariser le propos, ça va? Non, je pense que les sismologues sur la propagation des ondes, ils ont toujours des idées un petit peu différentes, mais bon, après, c'est des... pareil, j'essaierai d'illustrer par quelques modèles, comme ça, voilà. Alors par contre, on s'est de nouveau un petit peu éparpillé, donc on a encore les inclinomètres. Il est décidément pas content, lui. Hein, je pense qu'il n'est pas en train d'analyser, mais il doit avoir une procédure de... Il faudrait que je dise à Olivier, à mon avis, le passeur n'est pas arrêté. Là, il est en train de faire quelque chose. Ou ce qui est possible, c'est qu'il a des recyclages des colonnes régulièrement. Il recycle les colonnes. Laissons-le bosser, c'est pas grave. On va pas y toucher. Et donc du coup, on s'était arrêté aux inclinomètres. Est-ce qu'il y a encore un autre type de capteur sur le volcan? Parce qu'on était en train de faire le tour des capteurs, mais on s'est éparpillé. Alors je m'éparpille, il faut que je retrouve mes esprits. On a fait le tour des sismomètres. Après, il y a plusieurs types de sismomètres. Mais alors là, là, il faut rentrer dans le détail. Qui mesurent selon différents axes, c'est ça? C'est ça, en fait. Et puis après, c'est surtout en fait, dans les sismomètres, là, je vais être très simple, hein, parce que c'est surtout le remplacement qui joue. Un sismomètre, par définition, il n'est que bruité par ce qu'il y a en surface. Je vous donne un exemple, parce que je viens de cette ville, et j'ai eu l'exemple à Clermont-Ferrand, où aussi on mesure la sismicité dans le Massif central. Lorsque vous avez un match de rugby retransmis sur la place de Jaude, et que les Clermontois marquent un essai, vous avez les sismomètres localisés à des kilomètres et des kilomètres dans les montagnes, dans les hauts, qui voient le saut de la population qui retombe, pour montrer le degré de sensibilité. Et donc on peut voir donc les sismologues nous envoient systématiquement après un match de rugby un sismomètre localisé, mais vraiment sur les volcans,
qui montre les différents essais C'est énorme. pendant le match. C'est énorme. Pour montrer le degré de sensibilité. Donc, et ici, la qualité des sismomètres, c'est le fait d'être justement ancré en profondeur dans quelque chose de rigide, de solide, qui se déforme pas trop en relation avec les phénomènes de surface. Et donc le problème, c'est que si vous avez un arbre avec des racines qui fait bouger la terre et qu'il y a du vent, le sismomètre il va enregistrer les mouvements du vent par les mouvements de l'arbre et ses racines. Donc il y a tout cet aspect de positionnement des sismomètres. C'est vrai que quand on est à ce niveau de sensibilité au point de pouvoir détecter un essai lors d'un match de rugby, effectivement, le moindre truc, ça devient de la pollution. Oui. Là, on voit sur des sismomètres qui sont dans des endroits relativement éloignés de l'entropie de l'activité humaine, mais quand il y a une route ou un camion qui passe, ou quelqu'un qui passe dans son jardin, on peut dire « Ah, lui, il est dans son jardin ». Ah là, je vous promets. Donc, il y a tout cet aspect-là. Puis après, c'est des aspects très techniques de transmission où... par exemple, il y a des transmissions par satellite qui sont beaucoup plus performantes et qui sont indépendantes des petits réseaux locaux. Et on a une génération, par exemple, une dernière génération de sismomètres transmis par satellite. On a des antennes satellites que vous avez peut-être vu dehors, là, une grosse antenne satellite. Oui, le toit est pas mal hérissé d'antennes quand même. Là, elle est de l'extérieur parce qu'elle est assez volumineuse. Là, on pourra la voir si vous voulez. Donc ça, c'est assez impressionnant, c'est assez récent. On a un projet en cours là, de mettre en place des sismomètres dans des forages. Justement, on a vu ça sur le parking. Ouais. Voilà, pour s'éloigner du bruit de surface. Ça, c'est quand même quelque chose qui promet d'être très très performant. Donc on est plus, dans les capteurs, en fait les capteurs sont assez connus. Sur les gaz, on va mesurer une nouvelle espèce ou le rapport entre deux espèces qui sont un peu plus difficiles à mesurer. Donc les capteurs sont connus, par contre les capteurs, eux, subissent des évolutions et des progrès dans le temps. Comme beaucoup de technologies, j'ai envie de dire, ça c'est pas vraiment surprenant. Ouais. Donc dans les nouveaux capteurs, on pourrait dire les muons étaient effectivement une nouveauté. Ils sont là depuis quand les télescopes à muons? Alors les télescopes à muons, ça fait longtemps qu'on les utilise en dehors de la volcanologie, puisque en archéologie, les gens les ont utilisés par exemple pour cartographier les pyramides en Égypte, c'était une des premières applications. En fait, c'est dans tous les objets qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas accéder. On ne peut pas accéder. Voilà. En volcanologie, c'est assez récent. Il y a effectivement, je dirais, une vingtaine d'années qu'on les utilise. Pas beaucoup plus. Les premiers papiers ont une vingtaine d'années là-dessus. Donc si on fait le tour des capteurs, donc l'électricité, la chaleur, les gaz, la déformation, la sismicité, je pense qu'on a fait un peu le tour là. Après, on a une autre dimension, par exemple, on travaille aussi sur un volcan comme ça qui n'a pas beaucoup d'éruptions. Une partie très importante, c'est connaître aussi l'histoire. Donc, reconstruire les événements qui se sont passés avant une éruption, c'est des choses très importantes. On a par exemple ici une chercheuse qui travaille sur la pétrologie des roches de la soufrière. La pétrologie? C'est-à-dire ? La pétrologie, c'est la science de la genèse des roches. D'accord. C'est la science des roches, en fait, la pétrologie. Donc oui, effectivement, sur des roches aussi jeunes que ça, il doit y avoir des choses à voir. Donc, il y en a certaines qui ne doivent pas... il y a des basaltes qui ont 500 ans, quoi. Les derniers, oui, effectivement, la dernière éruption magmatique, on a des roches qui ont 500 ans. Et donc, des techniques maintenant ont été développées. Alors là, on parle aussi de choses relativement récentes dans la dernière décennie. Pour aller regarder ce qui se passe avant une éruption, on va regarder dans certains minéraux qui se trouvent dans des roches, qui ont été remontés par l'éruption. Et ces minéraux, ils ont commencé à croître dans la chambre magmatique avant l'éruption. Et donc, au cours de leur croissance, ils ont enregistré la composition de la chambre magmatique avant l'éruption. Donc, les gens regardent sur des cristaux qui sont petits. C'est petit un cristal, c'est quelques millimètres. J'imagine que là, c'est du boulot au microscope. Oui. C'est au microscope et avec des outils très spécifiques. On va regarder, par exemple, ce qu'on appelle, nous, la zonation. C'est tout simplement la différence de composition du cristal au fur et à mesure qu'il a grandi. Et donc, ce cristal, il va nous donner toute l'information. Il a enregistré toute l'information de ce qui s'est passé avant l'éruption. Et donc ça pose la question fondamentale, qu'est-ce qui génère une éruption? Alors on sait que la plupart du temps, on voit dans ces cristaux des changements de composition juste avant l'éruption
qui traduisent l'arrivée d'un magma chaud et profond. Et alors du coup la question c'est, ça on le sait a posteriori, mais sachant ça, comment on peut le mettre en application pour la prévision des éruptions? Alors on peut par exemple calculer combien de temps il se passe entre le mélange de magma, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau magma, et l'éruption. Ce qui est très important parce que nous on va être capable ici à l'observatoire de détecter l'arrivée d'un nouveau magma, mais on ne va pas être capable de dire dans combien de temps il y en aura une éruption. Et si tu sais sur les différentes éruptions en amont qu'à chaque fois c'était à peu près le même delta de temps, tu peux dire là il y a un nouveau magma, donc dans tant et tant de temps peut-être. Disons que si on voit un nouveau magma, on sait d'après l'étude des cristaux que statistiquement, on n'est pas dans des choses précises à amener au mois, on est dans des grandeurs de temps qui vont nous dire que statistiquement on a quelques années ou quelques siècles. Voilà. Donc ça c'est une information très très importante pour savoir si l'arrivée d'un nouveau magma a de fortes chances de donner une éruption à l'échelle de quelques années, ou là on est tranquille pour quelques siècles. Voilà, donc c'est là que les choses sont croisées. C'est pas mal. Ça paraît très non relié de travailler sur des minéraux dans des roches qui ont 500 ans. Eh ben non, ces minéraux ils vont nous dire comment ça s'est passé la dernière fois. Et donc, ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça la prochaine fois, mais pour le moment... Ça donne une idée de ce qui s'est passé quand même. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Et donc là, derrière, on a des nouvelles techniques très très puissantes pour mesurer in situ, c'est-à-dire ponctuellement, la composition d'un cristal à l'échelle du micromètre. Et on peut reconstituer ce qui s'est passé dans une chambre magmatique où on n'ira jamais voir. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout est couplé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces thématiques. Il y a des gens qui calculent les vitesses de remontée de magma, c'est-à-dire qu'on voit un magma qui remonte, eh bien dans combien de temps il sera à la surface. Ça peut t'intéresser aussi. Tu t'expliques tellement de trucs, là tu vas recevoir un mail de ma part avec une demande de documentation, genre tu n'aurais pas une étude là-dessus, une étude là-dessus, une étude là-dessus, parce que c'est génial. Alors je te promets pas de répondre parce que c'est vrai qu'il y a des milliers de papiers. Donc, Ah non, mais genre quelques-uns pour illustrer, tu vois, juste histoire de montrer un petit peu plus en cause. Parce que j'ai pas forcément les références. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, parce que là on discute de ça depuis tout à l'heure dans ce labo, mais est-ce qu'il y a d'autres labos ici éventuellement que tu pourrais nous montrer? Alors, on a différentes unités, je suis en train de penser. Après, c'est surtout le laboratoire, comme dit Sébastien, le laboratoire, et vous y étiez ce matin. C'est pas faux. C'est pas faux. La caméra de surveillance, là, elle est pas... Eh ben voilà, elle sert pas à grand chose pour le moment. On était là tout à l'heure. Ouais. Et donc ça c'est l'activité sismique en direct alors, c'est ça? En direct, effectivement. Si vous regardez les traces là, elles avancent petit à petit. Donc c'est du temps réel tout ça. Et donc ça c'est tous les... Enfin peut-être pas tous, mais donc... Non, c'est une partie des capteurs qu'on a répartis sur le Dôme, sur la Basse-Terre, la Guadeloupe et même les Petites Antilles. Ok. Donc Seb, nous sommes dans des conditions de discussion plus, comment dire, stables. Plus confortables en tout cas. Voilà. Et donc en fait, j'avais envie que tu nous expliques face caméra des trucs que tu m'as dit ce matin en off et que j'ai du coup trouvé très intéressant. C'était l'histoire géologique de l'archipel de la Guadeloupe. D'accord. Alors moi je suis pas un spécialiste de cette histoire-là. Non, mais dans les grandes lignes, parce que je vais te donner les grandes lignes, c'est pas une vidéo pour les spécialistes. Les spécialistes de la géologie, etc. Voilà. Donc l'idée, je regarde autour de moi parce qu'il y a peut-être une image qui pourrait m'aider, mais là c'est pas le cas. Alors, il y a une petite image de la Guadeloupe qui n'est pas gigantesque, mais elle va quand même nous servir de support. Ah raison, si, là il y a l'arc des... Ouais. Ici, il y a l'arc des Petites Antilles. Donc on voit que ces îles-là sont quand même alignées le long de l'arc, du coup le long de l'arc des Petites Antilles. Et cet alignement, il n'est pas là au hasard. En fait, il se trouve sur la subduction de la plaque Amérique qui est ici, qui passe sous la plaque Caraïbe qui est là. Donc ce sont des plaques océaniques. Et donc la zone de subduction, elle est là alors. Elle est à peu près ici où c'est un petit peu plus profond. Ouais. Donc c'est là qu'il y a la plaque Amérique qui va passer sous la plaque Caraïbe comme ça. Et donc on va avoir en coupe, ça se voit un petit peu comme ça. Donc il y a du matériel de la plaque Amérique qui va partir en profondeur. En plus, il est chargé en eau parce qu'il y a des sédiments qui sont partis avec cette plaque. Et ils vont se retrouver piégés en profondeur, à plus haute pression, à plus haute température. Donc il y a une certaine partie de ce matériel-là qui va se mettre à fondre, former du magma, plus léger que son encaissant, et donc il va remonter. C'est le principe du volcanisme de subduction. Exactement, voilà. Et vu que la subduction, forcément, elle est allongée, on a toutes ces lignes qui sont disposées juste derrière. Donc tout ça, géologiquement, c'est d'origine volcanique alors?
Voilà, à l'origine tout ça est volcanique, mais effectivement les îles qui se trouvent sur ce côté-là, ce qu'on appelle l'arc externe, elles ont on voit du calcaire au sol, donc c'est pas volcanique, mais il y a du volcanisme plus ancien qui est là. Voilà. D'accord. Et donc c'est ça qui explique la différence géologique entre Grande Terre et Basse Terre, parce que en Guadeloupe, on a quand même Grande Terre qui est très plate, très calcaire, et Grande Terre Basse Terre, non c'est l'inverse, Grande Terre qui est très plate, très calcaire, et Basse Terre qui est très montagneuse, très basaltique, avec notamment les plages de sable noir qu'on a du mal à voir ailleurs. Tout à fait. Et donc ça veut dire que sur cette île, là, on a le volcan qui est encore actif, et qui nous fait ces roches basaltiques assez récentes. Tout à fait. Alors que là, on est sur un volcanisme qui est beaucoup plus ancien. Plus ancien. Et donc dont on a déjà perdu la plupart des traces parce que le calcaire est là à la place. Exactement. Voilà. Et alors, ça veut dire qu'ici, en Guadeloupe, on est à la zone de jonction de ces deux arcs, c'est ça? Voilà, alors on le situe plutôt en Dominique, parce qu'en Dominique, c'est un point qui est assez actif volcaniquement parlant. Et on a aussi Marie-Galante, qui est déjà un petit peu plus au sud que la Guadeloupe, qui est déjà une île calcaire de ce type-là. Et quand on regarde un peu plus précisément, les îles sur l'arc externe sont calcaires et les îles sur l'arc interne ici sont volcaniques. Donc ce sont les îles qui sont actives actuellement, elles sont ici. Et là, c'est un ancien arc qui en fait s'est éteint et l'activité s'est déplacée un peu plus à l'arrière. Ouais. Et il s'est éteint il y a combien de temps à peu près? Alors là, j'ai pas d'idée, là je pourrais te dire une bêtise. Je quelques millions d'années, mais je pense que tu pourras trouver cette information assez facilement. Je ne voudrais pas te dire de bêtises. En plus, ça peut dépendre pas mal d'une île à l'autre, j'imagine, parce que les périodes ils n'ont pas tous pété en même temps, les volcans. Voilà, donc je te laisse préciser ça auprès de spécialistes dans la littérature. Ok. Et éventuellement, j'avais encore une dernière petite question, et puis après, je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Ivan nous a dit que il connaissait beaucoup la théorie là-dessus, mais que toi tu l'avais un peu plus vu en pratique parce que tu étais plus un ancien ici. C'est ça. C'est un petit peu l'histoire de l'observatoire. Alors j'imagine que tu n'étais pas là à la fondation en 1950 quand même, mais tu es là depuis quand d'ailleurs? Moi je suis arrivé en 2010, fin 2010. Oui, tu as eu le temps de voir 2-3 trucs déjà. Exactement, carrément. Et tu n'as pas eu le temps de voir l'éruption de 76? Non, mais quand même pas. Voilà. Mais alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'observatoire dans les grandes lignes, éventuellement? Oui, justement. Alors cet observatoire, il est apparu ici, il a commencé à mesurer la sismicité du volcan à partir de 1950. Donc ça, c'est vraiment le tout début de l'observatoire. En 1976, il y a eu cette crise que l'on connaît avec l'éruption phréatique importante qui s'est produite. Et donc l'observatoire s'est quand même beaucoup renforcé. Il s'est avéré aussi que cet observatoire, qu'il était placé au pied du volcan, tout en haut de Saint-Claude. Il y avait des raisons pratiques à ça dans les années 50. On déroulait des câbles à travers la forêt pour aller pour rejoindre les sismomètres sur le volcan ou au pied du volcan jusqu'à l'observatoire. Donc il y avait un monsieur qui était avec un cheval qui déroulait ces énormes bobines à travers la forêt pour arriver jusque là. Donc on comprend qu'ils n'avaient pas envie de s'éloigner de plusieurs kilomètres supplémentaires pour pouvoir faire leurs mesures. Ça m'appelait une remarque, si je dis pas de bêtises, pendant l'éruption de 76, il y avait un QG de crise qui avait été installé dans le fort d'Elgré. Tout à fait. Sous l'ancienne poudrière. Dans la poudrière, exactement. Voilà, qui était déjà blindée contre les attaques à l'époque où on canonnait dessus. Et donc il y a un plafond un plafond voûté qui fait déjà plusieurs mètres d'épaisseur. Ils se sont dit en cas d'éruption, là-dessous on est à l'abri. Et donc ils étaient vraiment au pied du volcan, dans ce bunker. C'est de s'éloigner quand même un petit peu. Pas trop pour pouvoir quand même mesurer. Il y avait aussi des rotations hélicoptères, donc les collègues venaient là à l'époque pour la journée, ils repartaient le soir en hélicoptère dormir pas à Marie-Galante, aux Saintes. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivaient à maintenir une surveillance la meilleure possible pour l'époque de l'activité. Alors bon, après cette crise de 76 s'est arrêtée, tout s'est calmé. Et là quand même les gens se sont dit que le volcan était un peu trop près l'observatoire était un peu trop près du volcan, donc il a été décidé de le déplacer et il a été choisi de l'Ouelmont, donc cette colline ici qui est en face du volcan, à 8 km, bien à vue de l'édifice, pour implanter l'observatoire. Donc ça a été construit dans les années 80. Les collègues ont commencé à investir la place et poser les premiers instruments en 89 pour une inauguration officielle en 93. D'accord. Et puis on est là. Ok. Voilà. Bon.
Et depuis, tout se passe bien alors? Alors tout se passe bien et l'observatoire est là, mais en fait, la partie visible, ce que vous voyez ici, le bâtiment, c'est qu'un morceau de l'observatoire. Ouais, on a des tentacules un petit peu partout, Ivan, sur le terrain, à travers toutes nos stations. Donc l'observatoire, il ne faut pas le voir que comme ce lieu, mais on est obligé d'être déployé un petit peu partout, à toutes les échelles aussi spatiales des mesures qui nous intéressent, donc du volcan jusqu'à l'arc des Petites Antilles. Et est-ce que tu peux nous résumer rapidement l'activité du volcan les dernières années? Parce que bon, depuis 2018, je crois, alors oui, il y a des... Alors voilà, un peu, sur certains je peux donner 2-3 grandes lignes. Pareil, je ne suis pas tout à fait la meilleure personne pour vous expliquer ça, mais grosso modo, il y a eu cette éruption de 76 qui a été quand même même très importante. On parle souvent de magmatique avorté. Après, ça s'est beaucoup calmé. Donc beaucoup moins de sismicité, beaucoup moins de chimie, plus de fumerolles qui arrivent jusqu'au sommet. Il n'y avait plus de fumerolles? Alors, ce qu'on m'a dit, non, plus de fumerolles du tout. Il faut déjà savoir qu'avant 76, il n'y avait pas au sommet, mais c'était aux chaudières, donc situé entre le col de l'échelle et la soufrière, plutôt au pied du dôme de la soufrière, mais côté Carbet, quoi. Et donc en 76, cette crise arrive, s'éteint ensuite. Ensuite, il y a une période de calme, jusqu'en 92. Au 92, là, on a eu un regain d'activité très visible, en tout cas au sommet, puisque des fumerolles sont apparues au sommet. Et donc là, ça fumait, voilà, mais ça piquait pas encore les yeux ni le nez. Elle était très chargée en vapeur d'eau ou en eau condensée, ces fumerolles, et pas trop un élément chimique qui agresse les personnes. L'essence. Et c'est qu'en 97 que ces fumerolles ont commencé à s'acidifier, et depuis l'observatoire mesure des paramètres physico-chimiques sur ces fumerolles. Et on voit les concentrations, etc. évoluer depuis. D'accord. Évoluer dans l'augmentation alors? Plutôt, si on regarde sur ces grandes échelles de temps, plutôt vers les concentrations. Et aussi, ce qu'on a vu arriver à partir de 2013, si mes souvenirs sont bons, c'est une fumerolle qui n'était pas active jusque-là, arrivée un peu plus au nord que le champ fumerolien qu'on connaissait pendant ces années-là. Et ensuite, assez peu de temps après, vers les années 2014-2015, des petites fumerolles commençaient à partir à droite à gauche, on va dire, ou alors au fond de gouffres, qui étaient présents, témoignent d'une activité ancienne, mais plus ancienne, et qui ne fumait pas. Donc tout ça a recommencé à fumer, à des petites fumerolles qui se mettent en place, et le front, on va dire chaud, où le sol est vraiment très chaud dès qu'on gratte un petit peu, il a migré vers le nord. Et donc depuis à peu près 2013-2015, on voit cette migration de ce front chaud qui avance vers le nord. Donc ça on le voit bien parce que ça dépérit la végétation, la végétation verte. On voit des petites fumerolles qui arrivent à droite à gauche. Quand on plonge le thermomètre dans le sol, c'est plus chaud aussi. Donc on peut effectivement voir cette évolution qui est plus récente et aussi qui a dû être accentuée depuis 2018, puisque 2018 il y a eu cette crise sismique assez particulière. Il y a eu un petit changement aussi de comportement du volcan, au point de vue de la sismicité. Mais bon, pour autant, une augmentation de l'activité ne veut pas dire éruption imminente. Non, voilà. Donc on soit bien d'accord. C'est ça, voilà. Exactement. On est bien d'accord. Le but, c'est pas de faire dans le sensationnel. Oh, mon Dieu, la soufrière. Non, voilà, c'est une activité qui augmente petit à petit et qui pourrait s'arrêter aussi, comme elle pourrait s'emballer. On ne sait pas trop. Oui, c'est pour ça que vous surveillez. Exactement. Voilà. Ah tiens, d'ailleurs, pendant qu'on y est, donc vous surveillez, et si demain, en surveillant, vous vous rendez compte que l'activité augmente fortement et que ça pourrait poser problème, qu'est-ce qui se passe ? Nous, de toute façon, on rend compte de l'activité de nos mesures. Voilà, c'est pas vous qui allez prendre une quelconque décision d'évacuer par rapport à la population, etc. Non, on n'a pas ce rôle-là. Par contre, on a le devoir de rendre compte de ce que l'on observe. Et donc, on a des bulletins mensuels qui sont émis. Quand il y a des petits incidents sismiques, c'est-à-dire une petite concentration où il y a un grand nombre de séismes sismiques qui sont tout petits, mais qui sont quand même dans le dôme, liés aux circulations de fluides, etc. Eh bien, quand il y a une activité un peu plus intense comme ça, on signale aussi à la préfecture, à la population. Donc voilà, on ne cache rien, on va dire. Ouais, voilà. Et donc à ce moment-là, en cas d'information un peu, disons, alarmante, c'est le préfet qui décide alors. C'est ça, voilà. Ouais. Et le préfet qui décide soit d'évacuer ou pas, ou même des mesures éventuellement un peu moins probablement extrêmes. Aussi éventuellement des mesures intermédiaires. L'évacuation, c'est un peu le dernier recours. Ouais. Quand on regarde ce qui s'est passé en 76, les gens n'ont pas évacué de suite. Oui, et c'était un peu le bordel aussi, si j'ai bien compris, pendant l'évacuation. Alors, en 76, c'était assez compliqué. Je pense qu'effectivement, la population et les autorités étaient moins prêtes que maintenant. Il y a eu une éruption spontanée en 76, qui a eu lieu 2 jours avant
l'évacuation, on va dire, obligatoire. Et donc effectivement, il y avait quand même un peu de confusion et puis les gens étaient dans un climat de peur, beaucoup. Donc il y a beaucoup de communication qui doit être faite, surtout quand il y a des événements de crise. C'est important que la population, les autorités soient toutes au courant de ce qu'il se passe. Et on le voit bien ici en Guadeloupe où les gens sont confrontés à beaucoup de risques majeurs naturels, hein, comme les cyclones, etc. Les ici, les assurances doivent être plus chères que chez nous. il y a du travail côté risque tellurique et côté risque météo, etc. Et donc, on se rend compte que les risques qui sont le mieux vécus, appréhendés par la population, c'est les risques que l'on connaît. Donc, pour le volcan, comme pour les séismes, pour les cyclones, eh bien, il faut aussi faire de la communication, expliquer en quoi le volcan est dangereux, quels sont les bons réflexes à avoir, comment se protéger. Et c'est une fois qu'on a expliqué tout ça que la population, les gens se sentent plus rassurés et plus prêts à affronter l'éventuel problème, quoi. Nickel. Voilà. Alors ma foi, je crois qu'on a fait le tour de la question. Enfin, on n'a pas fait le tour de la question, mais on a bien gratté la surface dans tous les sens. Par contre, est-ce que Ivan nous a parlé tout à l'heure un petit peu du champ d'antenne que vous aviez, tout ça. Est-ce que tu pourrais juste nous montrer ça, qu'on fasse éventuellement quelques plans de coupe? Ouais. On a ça. C'est ça, c'est là-haut. Allons-y. Donc voilà. Du coup, il pleut de nouveau, donc on va remouiller les caméras, c'est bien. On peut rester un petit peu là. là. On va rester là. Donc là, on est sur le toit maintenant, et là, on a toute une série d'antennes. Alors plutôt que juste les montrer, alors je vais les filmer pendant que mes autres cadreurs nous cadrent. Je vais les filmer, et donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est? Alors ces antennes, c'est des antennes qui servent à communiquer à toutes nos stations qui sont sur le terrain. Donc comme je disais ce matin, ce sont des stations autonomes et télémétrées, autonomes en énergie, panneaux solaires, batterie, et télémétrées, c'est-à-dire qu'elles nous envoient les données de manière automatique à l'observatoire et de plus en plus en temps réel. Donc chaque antenne est pour un capteur, ou elle en prend toute une série? Ou un petit paquet de capteurs, ça dépend lesquels. Il y en a, toutes c'est des paquets de capteurs, et il y en a aussi qui servent de relais sur le terrain, qui vont arroser, par exemple derrière la soufrière. Ouais, parce que on a des relais de radio. C'est compliqué de passer le volcan. Exactement. C'est ça. Donc parce que oui, tu le disais avant, voilà, mais le volcan est dans cette direction, forcément là on le voit pas. Parce que la météo est dégueulasse, mais le volcan est juste derrière. Okay. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas été servi. Enfin, on a été servi niveau météo, mais pas dans le bon sens. Ça a fait un tournage un peu épique, c'est pas grave, on verra les images qu'on en tire. Voilà, carrément. Il y aura bien des trucs à exploiter, j'imagine. Oui. Et donc voilà, donc ça c'est les antennes radio et les antennes Wi-Fi. Et on a aussi une antenne satellite derrière, qui est un peu plus grande parce qu'elle ne rentre pas sur la terrasse. Tu nous la fais voir? Allez, sans problème. Ouais. Et puis je pense qu'après on sera bon. Oh, elles sont belles les photos là. Ah bah ça c'est l'éruption de 76. Ouais. Ça c'est l'éruption. Ouais. C'est costaud. Ah, voilà, donc, et en plus, c'était pas magmatique, c'était vraiment juste phréatique. Que phréatique, ouais, tout à fait, ouais. Et donc dans la fente, tchac. Ouais, non, c'est difficile à reconnaître. Mais ce matin, la première site de mesure, on était du coup dans une des failles là, en bas. Et donc là, celle-ci, au fond de celle-ci, on était ce matin. Ah ouais, d'accord, ouais. Au fond de celle-ci. Et alors, là, les vieilleries là, c'est des trucs qui ont été corrodés sur. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu notre musée des horreurs. Donc tout ce qui a été, une partie de ce qui a été mangé par l'acidité des fumerolles. Tu me disais ce matin que même l'aluminium ou le bon inox ne résiste pas aux acides sur le volcan. Là, tu as quand même un exemple, tu vois, les mousquetons d'escalade, les spitas, avant, après, qui... Ah oui, ça pique. Voilà. C'est quand même réputé pour être du bon matériel. Et voilà ce qui lui arrive au bout de quelques années sur le volcan, et donc, explosé dans les fumerolles, bien sûr. Et donc tu me disais l'aluminium, Ouais, la vache, ouf. Et pourtant l'aluminium c'est pas réputé, comme l'inox, c'est pas réputé pour être trop... Et du coup tu me disais ce matin, mais en off, que vous remplacez au maximum le métal par du bois et du plastique. Ouais, quand on peut, on fait ça. Ouais, parce que le plastique, le plastique en fonction de celui qu'on utilise, il peut résister à différents acides. Et le bois, je m'y attendais pas, mais tu m'as dit ce matin que comme il n'y a pas trop de micro-organismes là-haut pour le bouffer... Tout à fait. Dans les fumerolles, il n'y a pas de petites bébêtes qui mangent le bois. Et il résiste très bien à l'acide. Et donc on a des petites structures en bois qui ont tenu, qui tiennent d'ailleurs des années dans cet environnement très difficile.
Et alors là, c'est une très bonne solution. on a quelques cailloux de soufre qui viennent du volcan aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc ça a été cristallisé. Ils sont jolis, ceux-là, dis donc. Ah oui, c'est carrément des jolis cristaux. On dirait presque une géode, le truc. Ouais. Ouais, il y a certains endroits où ça cristallise bien, les petites fumerolles là. Ah oui, on a vu ça ce matin. Je sais pas si ça se verra aux images, mais c'est vrai que c'était très joli, c'est très jaune. Ah oui, c'est un autre gabarit. Ah, c'est pas la même. Mais elle vise un peu plus loin, ça. C'est ça, elle vise le satellite. Et ça permet de communiquer aussi, de partager nos données avec d'autres organismes en temps réel. Pour la sismicité de l'arc des Petites Antilles, on participe grâce à ça à l'alerte au tsunami. Et aussi, on partage des données avec nos collègues de la Martinique et du SRC, c'est le Seismic Research Center, à Trinidad et Tobago. Et donc là, toutes les données sont partagées en temps réel avec tout le monde. D'accord. Et donc ça permet de pouvoir localiser les séismes dans les Petites Antilles. T'as une idée du flux de données qui passe par là en continu C'est pas énorme. Non. Non, c'est pas gigantesque parce que... C'est pas gigatesque. Non, c'est pas gigatesque. Non. Alors, c'est quelques mégas par jour, c'est pas non plus... Ah oui, ça va. Bon, en même temps, c'est vrai que j'imagine que pour coder simplement les sismomètres, il ne doit pas falloir donner... Voilà, c'est moins lourd que de la vidéo d'accord. HD ou quoi. Ouais, ok. C'est lourd, mais pas très très lourd. Ouais, d'accord. Un peu comme du son, je pense. Ah oui, c'est vrai que Grosso ça modo. doit être codé de la même Ouais, manière. à peu près. Ok. Bon, On est souvent sur... et ben ma foi, super. Eh ben écoute, je vais encore faire quelques plans de coupe, mais en attendant Seb, je te remercie de nous avoir accordé tout ce temps aujourd'hui. C'était super chouette. Et puis, dès que je repasse dans le coin, s'il y a une fois un sujet à faire, je vous recontacte, on verra bien. Sans problème, n'hésitez pas. Voilà. Okay. Impec. Bon, et Allez. écoute, voilà, bonne journée. Merci, toi aussi. Si je revois pas Ivan, tu lui dis au revoir de ma part, encore que bon, on va y aller, on va pas partir comme des malpropres. Ok. Hein. Et puis, ma foi, voilà. Eh ben super. Ok. Merci d'être venu. Je te remercie. Bon, eh bien, je vais parler fort parce que je suis pas sûr que le micro fonctionne correctement. Le matériel a beaucoup souffert ce matin. Je vais terminer cette vidéo simplement par quelques remerciements. Le tournage a été un peu compliqué parce que pour tourner dans le parc national de la Guadeloupe, il faut des autorisations de tournage. C'était un peu compliqué à obtenir. Donc je voudrais juste remercier Madame Obidol, qui travaille au parc national de la Guadeloupe, de m'avoir obtenu cette autorisation de tournage. Je veux aussi remercier Franck, je lui ai promis que je le remercierai en vidéo. J'ai fait un appel en vidéo quelques jours avant le tournage aujourd'hui, un peu dans le désespoir d'avoir mon autorisation de tournage au bon moment. Et donc Franck a répondu à l'appel et il m'a pas mal aidé, donc merci à toi. Et donc je vais finir en précisant aussi que le mois dernier, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, en septembre, est passée la tempête Fiona, enfin tempête, c'est devenu un cyclone ensuite, qui a déversé, je crois qu'à Goyave, elle a déversé 1200 mm d'eau en 24 heures. Ça fait 1,20 m de flotte quand même, elle a dû remplir quelques piscines, elle a fait beaucoup de dégâts surtout, et elle a fait beaucoup de dégâts dans le parc national de la Guadeloupe. Aujourd'hui, si on a pu tourner, c'est parce qu'on accompagnait les volcanologues. Pour le reste du public, la soufrière est fermée, de même que d'autres sentiers dans le parc national. Donc on a pu tourner aujourd'hui, parce qu'on les accompagnait, on avait une dérogation, et 2, grâce à cette autorisation de tournage dans le parc national de la Guadeloupe. Donc merci, c'était pour l'instant un petit peu politique. Je remercie aussi chaleureusement, je vais aller le faire en personne, mais je le fais aussi en vidéo, je remercie Ivan, donc le directeur de l'observatoire, de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis de faire tout ça. Je remercie aussi Seb et Julien qu'on a accompagnés ce matin. Alors à l'heure où je fais ce plan là, d'ailleurs je suis même pas sûr que le son soit propre, donc imaginez, je suis pas sûr que les images de ce matin le soient non plus, parce que le tournage a été un peu compliqué, on va dire. Pour dire ça comme ça. Est-ce que fais-moi juste un signe de tête, tu m'entends bien dans le casque ou... Bon, donc c'est que le son devrait être correct.
on a pris la flotte, on s'attendait à prendre un peu de flotte, on ne s'attendait pas à en prendre autant. Le matériel était protégé, mais même protégé, il a pris la flotte. La caméra numéro 2 filme encore avec un voile parce qu'il y a encore une des lentilles qui est mouillée. C'est voilà. C'est le tournage le plus épique que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère qu'on arrivera à en tirer quand même quelques images parce qu'on a pu aller voir des fumerolles de près. C'était quand même chouette. Et donc je crois que j'ai fait le tour de la question ce coup-ci. Je pense que cette vidéo, alors certes, c'est pas de l'astronomie, mais à mon avis, c'est suffisamment intéressant pour que ce soit pas un hors-sujet. Je vais sortir ça comme un épisode normal. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire, levez les yeux au ciel quand même, soyez astronogeek et à la revoyure.